Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire d'une certaine façon intermédiaire avant la SITL du mois de septembre. Je vous en dirai un mot tout à l'heure du programme. Il était intéressant à la toute fin de ce premier semestre 2021 de faire un point sur le fret ferroviaire parce que depuis maintenant un an et demi, la situation est tout à fait particulière, historique en matière de contexte, et que donc, avant d'échanger de façon plus large lors de la SITL du mois de septembre et de cette journée consacrée au fret ferroviaire, il est important de faire un premier point d'étape et de voir dans quelle configuration les acteurs du fret ferroviaire se retrouvent aujourd'hui, de faire un premier bilan de cette année et demie absolument inédite, et puis de voir dans quelle perspective l'ensemble des acteurs aujourd'hui peuvent se projeter. On a beaucoup évidemment parlé depuis un an et demi d'environnement, de digitalisation, et donc on verra dans quelle mesure cette période très particulière a peut-être changé la donne pour le fret ferroviaire à l'aune d'un certain nombre de décisions gouvernementales, de modifications de stratégie des acteurs, des chargeurs, des opérateurs, des gestionnaires d'infrastructures. Enfin, on va esquisser un certain nombre de choses ce matin pendant une heure. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le module conversationnel de l'appli et nous essaierons dans la mesure du possible en fin de séance d'y répondre. Donc, un programme très simple aujourd'hui avec 3 interventions. La première dans quelques instants avec Romain Binard de Road Group Consulting qui a interrogé un certain nombre de chargeurs, parce qu'après tout, ce sont eux qui aussi font, et surtout font le fret ferroviaire en matière de demande et de flux, et on verra dans quel état d'esprit ils se trouvent aujourd'hui au bout d'un an et demi de pandémie et comment ils abordent la période future. Dans un deuxième temps, Arnaud Soyer de la direction clients et services de SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure, fera un point sur les trafics, sur la façon dont les choses se sont passées en 2020, et puis il y aura aussi quelques éléments sur ce premier semestre 2021 pour nous éclairer sur non seulement la réponse du gestionnaire d'infrastructure aux défis avec un S qui nous ont accompagnés depuis mars 2020, mais aussi de voir quelles perspectives les différentes hypothèses de relance peuvent influer sur la donne du fret ferroviaire. Et puis nous conclurons avec Benoît Thirion du cabinet Altermind qui travaille beaucoup depuis un certain nombre d'années sur l'économie et sur le contexte du fret ferroviaire et qui nous dira en quoi l'environnement est un atout formidable pour le fret ferroviaire dans les mois et les années qui viennent. Alors, dans un premier temps, donc, comment les chargeurs ont vécu cette période? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Est-ce que ça modifie leur approche de leur chaîne logistique, de leurs grandes décisions stratégiques? Je vais donner la parole à Romain. Romain, merci d'être avec nous ce matin. Quelques éléments donc sur à la fois qui Eurogroupe, qui tu as interrogé et comment ces différents interlocuteurs ont vécu cette période et s'en servent pour peut-être influencer, modifier leur stratégie dans l'avenir. Romain, je te laisse prendre la parole. Merci Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme tu l'as dit, on a lancé au mois de juin une enquête qualitative auprès de quelques chargeurs représentatifs. Cette enquête, en fait, elle vient en complément du baromètre sur la perception des chargeurs que nous réalisons tous les ans. Ce baromètre, nous avons lancé la consultation au mois de juin et on aura le plaisir de présenter les résultats en septembre lors de la SITL.
Là, ce qu'on avait souhaité avec l'AUTF et puis le comité de pilotage de la SITL, c'était de recueillir auprès de quelques chargeurs finalement leur vision sur cette année 2020 et ce premier semestre 2021, et puis les perspectives en termes de fret ferroviaire sur les mois à venir et les années à venir. Donc, on a eu une dizaine d'entretiens ce mois-ci avec des chargeurs qui représentent à peu près tous les secteurs d'activité. Donc, on va de l'industrie céréalière, l'agroalimentaire, les acteurs de la sidérurgie, du BTP et puis la biopharmacie. Sur le bilan qu'il tire de l'année 2020, c'est finalement une année à fort rebondissement, vous pouvez l'imaginer, mais étonnamment favorable pour le fret ferroviaire. Et pourquoi? Parce que plusieurs facteurs finalement se sont combinés. Le premier, c'était bien sûr une absence de travaux, une baisse des flux de voyageurs, une absence de grève, et puis finalement d'autres modes qui ont moins résisté ou qui ont été plus perturbés par cette crise. On pense à la route et au maritime. Et l'autre point, c'est que les acteurs finalement ont su s'organiser en mode gestion de crise et ont trouvé finalement les moyens de faire circuler les trains, de trouver finalement les solutions opérationnelles concrètes pour faire en sorte que les trains circulent et que les marchandises finalement arrivent à destination. Sur l'année 2021 et le premier semestre 2021, les chargeurs nous disent que finalement on commence à retrouver une certaine normalité, et donc avec des contraintes habituelles qui reviennent. En particulier, on pense aux travaux qui ont repris, et puis surtout le retour de la circulation des voyageurs. Et ça a un impact finalement sur la qualité perçue et qui est jugée finalement en recul sur ce premier semestre 2021. Concernant les perspectives, les échanges ont permis finalement de dégager 4 axes de questionnement qui sont posés par les chargeurs. Alors, le premier porte sur les infrastructures et le premier volet, ce sont les réseaux capillaires et des questions finalement autour du financement. Comment on va sécuriser ces financements? Comment on peut faciliter l'accès au financement des chargeurs? On pense au plan de relance, on pense au plan de financement européen. Et puis, in fine, comment on va inciter, quelles incitations on va proposer aux chargeurs qui souhaiteraient investir dans le réseau. Le deuxième volet qui est mis en avant concernant les infrastructures, ce sont les plateformes multimodales, avec un constat que certaines sont saturées et qu'il y a un besoin finalement de mieux mailler le territoire pour finalement faciliter le regroupement et la redistribution des marchandises sur l'ensemble du territoire. Le deuxième axe de questionnement, il porte sur l'usage du réseau. La crise a montré finalement que les priorités d'usage ont été rebattues, et la question des chargeurs, c'est est-ce que finalement la crise peut ou va rééquilibrer ces priorités. On pense finalement à la répartition entre voyageurs et fret, et est-ce que dans la durée, voilà, les priorités vont être rééquilibrées. Le deuxième volet, il porte sur les capacités. Et la crise aussi a montré finalement une forte réactivité des acteurs pour réallouer des silos libérés. Et la question des chargeurs, c'est comment finalement on peut continuer dans un mode normal à optimiser au maximum ses capacités et à réallouer des silos qui sont libérés par certains acteurs. Un troisième axe de questionnement, il porte sur l'offre et finalement, est-ce qu'elle adresse bien les attentes des chargeurs? Et là, plusieurs questionnements. Le premier, il est sur la flexibilité et les attentes des chargeurs sur la capacité finalement à avoir des offres à la fois pour faire du train long et lourd, mais aussi pour faire du wagon isolé et faire des lots. Et donc, d'avoir peut-être une politique tarifaire incitative différente et pour encourager voilà, ces deux modes et ces deux offres. Deuxième question, c'est sur la croissance. C'est comment finalement on peut encore encourager les chargeurs à faire davantage de volume sur le ferroviaire. Et là aussi, est-ce qu'il y a des encouragements en termes d'offres, de tarification? Et puis certains ont posé aussi la question finalement,
l'ouverture à la concurrence s'est faite il y a 15 ans. Est-ce qu'il ne serait pas temps de partager finalement un bilan de cette ouverture à la concurrence et de voir finalement quels ont été les points positifs et puis quels sont les points qu'il reste à améliorer, à perfectionner dans les années qui viennent. Le quatrième axe de questionnement porte sur les modes de fonctionnement. Alors, avec un premier volet qui est sur le pilotage des dialogues, et le sujet, c'est finalement comment on passe d'un mode de fonctionnement en gestion de crise qu'on maîtrise plutôt bien entre acteurs, parce qu'on sait bien s'organiser quand il y a des crises, à un mode de fonctionnement voilà, plus structuré, davantage continu et inscrit dans la durée. Et ça fait le lien avec le deuxième point, c'est aussi comment on partage entre acteurs des données, des indicateurs de performance. Et aussi partager davantage de données sur les flux. Et là, la question se pose sur, finalement, au regard de certaines données qui peuvent être confidentielles ou des données commerciales, comment un tiers de confiance pourrait aider justement les acteurs à partager ces données et à améliorer finalement la compétitivité de l'ensemble de la chaîne. Et le dernier point, c'est aussi les attentes des chargeurs d'être davantage associés aux prises de décision, à la stratégie et aux actions là, qui sont entreprises concernant le fret ferroviaire. Donc voilà, Gilles, le retour qu'on peut faire qualitatif de ces entretiens. Je pense que ça peut nourrir les échanges que vous allez avoir lors de cette table ronde. Merci Romain. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont adressées pour l'avenir et c'est très intéressant à noter. Est-ce que tu as noté au cours de ces entretiens que cette année et demie avait comment dire, contribué à ce que les chargeurs regardent le fret ferroviaire d'un œil un peu différent, aussi bien parce qu'ils ont, comme tu l'as dit, noté avec satisfaction qu'une meilleure qualité de service était quand même un atout formidable pour le fret ferroviaire, et puis que le débat public autour de l'environnement, autour des priorités données à un certain nombre de transports décarbonés. Je pense il y a un an, le Premier ministre Jean Castex avait soutenu publiquement la relance du fret ferroviaire. Est-ce que ça aussi, ça peut contribuer à changer un peu ou à améliorer leur approche du fret ferroviaire? Pour résumer ma question, est-ce que dans ces entretiens, tu as noté qu'il y avait une sorte de mentalité un peu différente des chargeurs, peut-être plus ouverts à accélérer, voire à modifier leur stratégie? L'enseignement qu'on tire des entretiens, c'est que les chargeurs nous ont dit que finalement le fret ferroviaire a tenu en 2020 du fait de l'organisation, de la gestion de crise, que les acteurs se sont davantage parlé et que finalement ce mode de transport a tenu et qu'il y a eu aussi finalement ce mode de transport a été mis en lumière finalement, a été davantage observé et valorisé. Et donc, il y a de fortes attentes finalement des chargeurs à ce que finalement tous les discours, les prises de position des uns des autres se transforment en actes assez concrets sur les mois à venir et qu'il y ait une véritable prise de conscience que le fret ferroviaire est un mode de transport qui a des opportunités de développement fortes si on combine voilà, et si on arrive à répondre aux questionnements que les chargeurs ont posés à travers ces entretiens. Et que tu as bien résumé. Merci beaucoup, Romain, pour cette synthèse de ces entretiens. Je rappelle, comme tu le disais tout à l'heure, qu'en septembre, il y aura une présentation plus complète de ce travail de dialogue avec les chargeurs. Merci à toi. Je vais m'adresser maintenant à Arnaud Soyer de la direction clients et services de SNCF Réseau, de gestion d'infrastructure. Il y a eu déjà pas mal de choses de dites par l'intermédiaire des chargeurs, mais on voudrait avoir ce bilan à la fois qualitatif et quantitatif du gestionnaire d'infrastructure qui pilote l'ensemble des trafics sur le réseau hexagonal, d'entendre votre
votre bilan de cette année 2020 qui s'est prolongée en 2021, même si l'activité a été plus forte lors de ce premier semestre 2021 que l'activité générale sur le réseau ferroviaire, notamment en matière de voyageurs qu'en 2020, mais d'avoir un peu votre bilan qualitatif et quantitatif de cette période extraordinaire. Arnaud? Oui, bonjour, bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le dites, c'était quand même une année tout à fait exceptionnelle 2020 pour nous tous, et ça a été une année particulièrement active. SNCF Réseau en matière de fret, vous l'avez noté très vite, une priorité s'est imposée, c'est la priorité au fret sur les trains de voyageurs et priorité au fret sur les travaux, puisque vous le savez aussi, c'est un sujet de préoccupation pour nos clients. Il y a beaucoup de travaux sur le réseau et c'est bien normal car nous rattrapons un peu le temps perdu, et c'est donc un rythme de travaux qu'il faut pouvoir organiser. Donc, la priorité sur les voyageurs, elle s'est un peu imposée d'elle-même. On y a été aidé, si je puis dire, par la baisse très rapide, un ralentissement très fort des trafics de voyageurs au démarrage du confinement dès la mi-mars, avec des plans de transport qui sont tombés à 7-10% des plans de transport normaux, si je puis dire, nominaux, comparaison de 2019 au printemps. Puis ensuite, sur le voyageur, il y a eu une remontée progressive à partir de l'été, c'est bien normal pour pouvoir transporter les vacanciers, jusqu'au second confinement du mois de novembre, qui a marqué un nouveau coup d'arrêt, moins important que le premier confinement, mais quand même important pour les voyageurs. Donc, une activité vraiment très difficile pour les voyageurs en 2020 et très en dents de scie. En revanche, on peut le dire, pour le fret, l'activité a été constamment très soutenue. Bon, il y a eu après une période un petit peu molle au mois de mars, le temps que les acteurs s'organisent, on est très vite remonté à un niveau de trafic très important dans le domaine du fret, avec sur l'année un niveau de trafic entre 80 et 90% et certains jours plus que cela sur toute l'année 2020 dans le domaine du fret. Au global, pour se fixer les idées, en 2020, sur le réseau, on circulait 256 000 trains de fret chargés, chargés de marchandises, en comparaison de l'année 2019 où il y en avait eu 290 000. Donc on a une baisse seulement, si je puis dire, dans le contexte qu'on a connu, de 12%, ce qui est significatif. En fait, on est d'abord lié à la réduction d'un certain nombre d'activités industrielles qui ont marqué le pas dans l'automobile, dans la sidérurgie, mais l'activité ferroviaire en elle-même est restée soutenue, et je crois qu'on a pu collectivement faire face à cette situation. Ça, c'est un peu le tableau général de 2020, en sachant que ça nous a permis aussi collectivement d'éprouver un certain nombre de dispositifs, en particulier un dispositif que nous avons mis en place dès le démarrage de la crise, notre couchillon dans notre jargon SONAR, pour supervision opérationnelle nationale d'accès au réseau. Qu'est-ce que c'est SONAR? C'est ni plus ni moins le déploiement d'une équipe réunissant les commerciaux, dans mon équipe, en charge de la relation avec nos clients, mais aussi réunissant nos collègues du Centre national des opérations, qui gère les circulations sur l'ensemble du territoire et qui assure la coordination sur le terrain avec nos établissements de circulation qui, eux, gèrent les circulations concrètement sur le terrain, qui gèrent les ouvertures de postes, les postes de circulation, qui gèrent l'ouverture des voies, des lignes. Et pendant cette période, évidemment, cela a été particulièrement sensible, puisque, comme pour toutes les entreprises, Réseau n'a pas échappé aussi à la crise sanitaire, et il a fallu faire cela en protégeant nos personnels, en assurant bien sûr les conditions d'hygiène et sanitaire maximales, et cela ne s'est pas fait évidemment sans difficulté. Ce dispositif, c'est aussi un volet communication et information en direction de nos clients. Je crois qu'on a vraiment gagné en efficacité collective au plan de l'information et de la communication. C'était une téléconférence quotidienne avec l'ensemble des clients fret pendant cette période, qui permettait de faire le point sur les circulations,
faire le point sur les éventuelles difficultés. C'était aussi l'occasion de recueillir les priorités de nos clients, les trains vitaux pour la nation, comme on les a appelés l'année dernière, hein, pour le fret. Il est important de bien cibler les priorités, de recueillir les priorités de nos clients, de façon à pouvoir organiser les sillons, parce que le graphique des circulations a dû être revu constamment tout au long de cette année, en lien avec nos horaristes, en lien avec le Centre national des opérations, et cela a donné évidemment beaucoup de travail à nos équipes, et cela a sollicité énormément nos clients. Je remercie de nouveau au passage, car il y a eu une très forte implication des clients pour nous aider à gérer au mieux cette circulation sur le réseau. Et puis, ça a été également un flash quotidien que nous avons diffusé, qui continue d'être diffusé d'ailleurs aujourd'hui, le flash info Covid, qui donnait à l'ensemble de nos clients et qui donne encore donc, des informations sur nos circulations, sur les difficultés rencontrées par le réseau, sur la journée, mais également sur les jours qui suivent. Et ça continue tous les jours. Voilà. Justement, Arnaud, excusez-moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement cette crise pour le fret ferroviaire, ça a été un mal pour un bien, c'est-à-dire que dans ce contexte que personne ne souhaitait pour l'ensemble de la société et de l'économie, finalement, ça a permis de développer un certain nombre de relations plus suivies, d'outils de communication, de dialogue entre les uns et les autres, entre le gestionnaire d'infrastructure et les opérateurs. Ça a permis aussi peut-être de voir qu'il y avait des éléments de souplesse supplémentaires qui pouvaient être introduites dans les modes de fonctionnement. Est-ce que c'était un mal pour un bien finalement? Alors effectivement, on s'en serait, cela dit, tous bien passé de cette période, c'est évident, qui a été quand même extrêmement éprouvante pour nos clients et pour nos équipes. Mais effectivement, je pense qu'on a vraiment, comme je l'évoquais à l'instant, fortement progressé dans nos modalités de concertation entre les clients du fret qui ont des besoins très variés, qui peuvent aussi nécessiter dans certains secteurs beaucoup de réactivité de notre part, dans la mesure où parfois un certain nombre de trafics ne peuvent pas être programmés très en avance. Je pense en particulier au trafic céréalier que nous avons particulièrement soutenu l'année dernière, pour lequel d'ailleurs nous assurions une téléconférence hebdomadaire pour faire le point spécifiquement avec les clients céréaliers, parce que là, il y avait des besoins très importants qu'il fallait satisfaire. Donc oui, je crois qu'on a gagné en agilité, en modalité de concertation, dans nos outils aussi, dans la façon de pouvoir travailler mieux et de gérer mieux les situations parfois difficiles entre travaux, sillons. Ça également, ça a été l'occasion d'éprouver un certain nombre de nouvelles méthodes pour nous, puisque pendant cette période, évidemment, beaucoup de travaux ont dû être soit supprimés, soit décalés, ajournés, reportés, ce qui est en soi un exercice pas très simple pour nous, puisque vous le savez, les travaux, c'est quelque chose qui se programme 3 ans à l'avance et qui s'affine à mesure qu'on s'approche de la période de réalisation de ces travaux. Donc, à partir du moment où on doit remettre en cause cela au pied levé, évidemment, cela suscite beaucoup de difficultés organisationnelles, puisqu'un certain nombre de ces travaux, vous vous en doutez, sont tout de même indispensables et parfois dans des délais très courts, sauf à prendre le risque de devoir arrêter un certain nombre de circulations, ce qui n'était pas le but recherché. Donc oui, je crois qu'on a gagné en agilité, en efficacité, en réactivité, mais cela a aussi suscité, je dois dire, beaucoup d'attentes de nos clients, ce dont nous sommes conscients, puisqu'on a pu éprouver le fait qu'on pouvait faire, dans des conditions très difficiles, assurer un niveau de circulation à un niveau très élevé. Je l'évoquais, 80-90% de nos circulations de fret ont pu être assurées constamment tout au long de l'année. Et donc, nos clients, légitimement, aujourd'hui, nous adressent la question pourquoi ne pas continuer sur cette lancée et pourquoi ne pas continuer à assurer ce niveau de qualité qui a pu être délivré en 2020. Alors, évidemment, on se retrouve dans un contexte en ce début 2021 un peu différent. D'une part, le trafic voyageur est tout de même évidemment beaucoup plus fort, même si sur certains segments comme l'international, ça reste encore sinistré. Le trafic à l'international reste faible, mais en trafic intérieur, c'est quand même revenu à un niveau beaucoup plus important que l'année dernière à la même époque. Et puis, les travaux ont dû être reprogrammés pour un certain nombre d'entre eux. Donc, il s'agit à nouveau de gérer au mieux la cohabitation, la coordination entre ces différentes activités de transporteurs,
et notre activité, évidemment, sur le réseau d'organisation des travaux. Donc, on se retrouve dans cette configuration, mais je crois qu'un nouvel élan, l'année 2020 a donné aussi un nouvel élan, et on en parlera peut-être avec le plan de relance du fret, puisque tous les acteurs se sont mobilisés, et réseau y compris, pour tenter de redonner à ce fret ferroviaire auquel nous sommes tous attachés une nouvelle dynamique. Donc, si j'entends bien, cette période n'est pas une capsule comme ça, un peu hors du temps, hein, que les historiens considéreront que ça a été un an et demi complètement à part. Il y a bien des conséquences, aussi bien en termes d'agilité, vous l'avez répété, qu'en termes de soutien public et de modification un peu du contexte. Et là aussi, donc ça ne restera pas une période comme ça un peu hors du temps ou hors du calendrier. On en arrive peut-être, avant de voir quelques éléments sur la relance et sur les perspectives, sur ce premier semestre 2021 qui est, alors peut-être pas un retour à la normale, mais vous l'avez dit, les trafics voyageurs sont quasiment à 80%, enfin ça dépend encore une fois des différents types de trafic, hein, mais il y a un retour progressif à la normale à mesure que la situation sanitaire s'est améliorée. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des niveaux de trafic de ce que vous avez comme indication sur ce premier semestre 2021? Sur le premier semestre, on est sur la tendance qu'on avait observée sur le dernier mois de 2020, à savoir un niveau de trafic ferroviaire pour le fret aux alentours de 90%. On est aux alentours de 10% en retrait par rapport à l'année 2019, qui peut être considérée comme l'année de référence, mais avec quelques disparités quand même dans le secteur. On voit une activité dans le combiné qui reste très très forte, à un niveau qui est revenu effectivement, voire parfois un certain nombre d'opérateurs à des niveaux supérieurs à ceux de 2019. Cependant que dans certains secteurs plus conventionnels de General Cargo, on se retrouve quand même encore avec des situations qu'on n'a pas retrouvées, une situation 2021 qu'on n'a pas retrouvée équivalente à celle de 2019. Je pense effectivement, je le citais tout à l'heure, ça reste quand même des secteurs un peu plus difficiles dans le domaine de la sidérurgie, de l'automobile, de l'industrie lourde, quand même, ça reste très tendu. Mais on est à peu près à ce niveau-là. Nous, par rapport à notre budget, si je peux dire, 2021, ce qu'on avait prévu en termes de trafic exprimé en 30 km, on est à peu près, on le constate, à 10% en retrait par rapport à cet objectif budgétaire. Et cependant, vous l'avez dit que l'activité voyageur est revenue à un niveau plus conforme à ce qu'on avait connu dans le passé, même si on est encore loin d'avoir retrouvé évidemment le niveau 2019. Quelques mots peut-être sur ce que le GSA Infrastructure attend du plan de la stratégie nationale fret. Bon, il n'y a pas encore de contrat de performance qui pourra tracer entre l'État et SNCF Réseau, qui tracera pendant 10 ans sur l'ensemble des missions du GSA Infrastructure des perspectives financières très claires, mais il y a une stratégie nationale fret en cours d'élaboration. En quelques mots, qu'est-ce que le GSA Infrastructure en attend pour lui et puis pour ses clients? Bien sûr. D'une part, dire en 2020 qu'il y a eu beaucoup de travaux effectivement menés collectivement. On pense à l'Alliance 4F qui a réuni une très grande partie des professionnels du fret qui se sont mobilisés pour formuler précisément des préconisations. Donc, on a participé, nous, réseau, à un certain nombre de groupes de travail qui nous intéressaient très directement, que ce soit sur les sillons ou que ce soit sur les investissements. Donc, ce que attendent nos clients, et ce que nous attendons, on verra sans doute de l'État, ce qu'attendent de nos clients, je crois qu'il y a d'une part l'amélioration, je le disais, de la qualité du service, et ça, nous sommes très directement concernés. Je ne dirais pas que nous avons besoin de personne, mais cela dit, ça reste quand même très largement de notre responsabilité, que ce soit sur les sillons ou que ce soit sur les circulations. Donc, la ponctualité, la régularité, surtout dans un certain nombre de domaines où ces questions sont particulièrement sensibles. On pense notamment au combiné, mais pas que. Donc, l'amélioration de la qualité du service, ça c'est pour nous, et nous sommes bien sûr en train d'y travailler. D'ailleurs, je peux vous le dire, nous avons invité l'ensemble des dirigeants des entreprises de fret ferroviaire le 9 juillet pour présenter le projet fret de SNCF Réseau,
découlant des travaux que nous avons menés ensemble l'année dernière et découlant aussi de la lecture que nous avons de la stratégie nationale fret telle qu'elle se présente. Mais il y a aussi un volet où collectivement, et là, réseau, peut-être effectivement, c'est notre attendu vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est de l'aide en matière d'investissement, investissement orienté fret et qui nous permettent d'assurer un certain saut de performance, puisque réseau n'a de ressources que les recettes issues des circulations, des péages, vous le savez, et donc nous n'avons pas de fonds propres nous permettant d'assumer à nous tout seuls la mise à niveau du réseau pour un certain nombre d'installations, que ce soit le capillaire fret, les cours marchandises, les voies de service, les questions de gabarit ou de train long, où nous sommes aussi très fortement attendus, la remise à niveau d'un certain nombre de chantiers de transport combiné. Les besoins sont nombreux, assez criants, et effectivement, les discussions vont bon train entre nous, la communauté, je dirais, fret, associant aussi bien les entreprises ferroviaires que le GI, nos intérêts sont vraiment liés, et les pouvoirs publics dont nous attendons bien sûr de l'aide en monnaie sonnante et trébuchante aussi, en allocation de ressources pour pouvoir répondre à ces besoins, parce que sans un fort engagement sur les investissements orientés fret d'ici 2024 et au-delà, nous n'arriverons pas à doubler la part modale comme nous l'avons tous souhaité. Merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'il y aura quelques questions, j'imagine, en fin de séance. Il y a une question aussi, et juste avant de donner la parole à Benoît Thirion, qui a été posée par les chargeurs. Ils émettaient l'hypothèse d'une sorte de bilan d'ouverture à concurrence 15 ans après, 2006-2021. Ça vous semble faisable, souhaitable, ou vous pensez que tout est déjà sur la table et que maintenant c'est normalisé? Non, je pense que si les chargeurs en expriment le souhait, c'est qu'il y a effectivement un besoin, nous sommes tout à fait prêts à participer à cette réflexion-là. Elle me paraît très importante. Il y a des enseignements à en tirer sans aucun doute pour le faire, peut-être même d'ailleurs aussi dans la perspective de l'ouverture du marché voyageur, puisque vous le savez, le GI doit gérer sur l'ensemble des circulations, y compris voyageurs, et le marché voyageur s'ouvre aussi. Donc nous y sommes prêts, et je me permets juste d'ajouter ce mot à l'intention des chargeurs. Je crois que l'année 2020 était aussi une année qui a accéléré, dans un certain nombre de cas, accéléré beaucoup les relations entre le gestionnaire d'infrastructure que nous sommes et les chargeurs, dans une relation très directe, notamment pour gérer leurs priorités. Je pense au secteur de la chimie en particulier, ou l'agroalimentaire, où il a fallu assurer la circulation de trains vitaux pour la nation, nous l'avons dit. Et je crois que ça a renforcé les liens entre les chargeurs et nous, et ça nous a permis à nous, réseau, de mieux connaître aussi leurs besoins et leurs attentes, et de les considérer encore davantage comme des clients à part entière. Ce sont les clients de nos clients, si je puis dire, les transporteurs, mais en vérité, ce sont nos clients, et nous devons les considérer comme tels. Merci Arnaud, et effectivement, il pourrait y avoir des passerelles entre le voyageur et le fret, non seulement parce que le fret vous a permis de progresser et d'inventer de nouvelles relations partenariales, mais aussi parce qu'on s'aperçoit que de nouveaux acteurs voyageurs pourraient solliciter des tractionnaires fret actuels pour leur propre trafic. Donc, on voit bien que c'est un peu une nouvelle économie ferroviaire aussi qui pourrait émerger dans les années à venir à la mesure de l'ouverture à la concurrence du trafic voyageur. Benoît Thirion, merci d'être avec nous ce matin. Depuis tout à l'heure, on s'aperçoit que cette année et demie extraordinaire a contribué à ouvrir le jeu d'une certaine façon, aussi bien en matière de process, de méthode, que finalement de débat public et d'intervention des uns et des autres. Et là, je pense notamment à ce qui se passe du côté des pouvoirs publics et de l'interpellation sociétale sur la nécessité du fret ferroviaire. Évidemment, dans cette année et demie, on a beaucoup parlé environnement, et j'ai envie de commencer par là. Avec votre cabinet Altermind, vous scrutez avec beaucoup d'attention l'évolution de ces contextes. Qu'est-ce que le fret ferroviaire peut gagner de sa performance environnementale? En d'autres mots, comment vous pourriez résumer les bénéfices environnementaux du fret ferroviaire
j'allais pas dire pour les nuls, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est averti, mais finalement, pour l'ensemble des partenaires publics et privés, est-ce que vous pourriez nous résumer ces bénéfices environnementaux en guise d'introduction? Bien sûr, bonjour, bonjour Gilles, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, vous l'indiquiez, on a travaillé avec Altermind cette année beaucoup sur les atouts environnementaux du fret ferroviaire, puisque c'était un sujet au centre des débats dans un contexte où au niveau européen, on met en œuvre le Green Deal, où au niveau français, il y avait cette volonté du gouvernement de mettre en œuvre une relance verte. Et donc nous, on a réalisé un rapport avec l'économiste Patrice Geoffron pour le compte de 4F, qui plaidait pour que la décision publique prenne bien en compte les conséquences environnementales et sanitaires, au-delà des conséquences économiques des mesures publiques dans le cadre du plan de relance. Et il nous a semblé que le fret ferroviaire, c'était un vecteur très puissant en fait, d'une relance verte et d'une politique publique qui tienne mieux compte de l'ensemble de ces bénéfices, ce que les économistes appellent les co-bénéfices. Pourquoi le fret ferroviaire, c'est très emblématique d'une politique comme celle-là? D'abord parce qu'il y a des bénéfices économiques qu'on connaît, donc je vais aller très vite, mais en termes de relance, ça peut avoir un impact sur l'emploi, sur la croissance via le multiplicateur budgétaire quand on investit dans des infrastructures. Ça permet aussi d'améliorer la logistique, les temps de trajet, la sécurité, donc tout ça a des impacts économiques assez forts. Ça a un impact aussi sur un point qu'on souligne en général assez peu, sur la qualité de l'emploi dans le transport routier, puisque ça crée des besoins de prêt, de post-acheminement, si on parle du transport combiné. Et donc, ça relocalise aussi l'emploi dans le transport routier en France. Donc ça, c'est pour les bénéfices économiques, mais au-delà, qui sont bien sûr pris en compte dans le cadre de plan de relance. Au-delà de ça, nous, on a voulu mettre l'accent sur les bénéfices environnementaux et sanitaires, vous le disiez. Et ce qui ressort de l'étude qui fait un peu référence en la matière, qui est une étude de la Commission européenne, ce qu'il en ressort, c'est que le fret ferroviaire génère 3 à 4 fois moins d'externalités négatives évitées que le transport routier à volume équivalent. Quand on regarde dans le détail, les différences, elles se font sur quelques postes. Le premier, ce sont évidemment les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est très important dans un contexte où on doit décarboner. Vous avez peut-être vu le rapport encore ce matin du Haut Conseil pour le climat qui souligne qu'on est en retard sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier dans le secteur des transports. Donc c'est un sujet très, très important. Et là, le fret ferroviaire bénéficie du mix énergétique français, en particulier du nucléaire. Mais il n'y a pas que le CO2 en termes de différence d'externalité entre les modes de fret. Il y a aussi l'accidentalité, la congestion et la qualité de l'air qui joue beaucoup dans cette comparaison entre transport routier et transport ferroviaire. La qualité de l'air, c'est particulièrement important et c'est un sujet sur lequel l'accent est de plus en plus mis à raison. Il faut avoir en tête que ça représente, la mauvaise qualité de l'air représente en France 50 000 décès par an et un coût pour la collectivité de 50 milliards d'euros. Donc on voit que c'est un sujet au-delà du CO2 qui a vraiment son importance. Une dernière différence aussi entre les deux modes, c'est en termes de consommation d'énergie. Le fret ferroviaire est plus efficace, consomme près de 4 fois moins d'énergie que le transport routier aujourd'hui. On peut aussi indiquer, pour être complet, qu'il y a certaines externalités sur lesquelles le fret ferroviaire est moins efficace que le transport routier, en particulier sur l'impact sur la biodiversité et sur le bruit, qui est un vrai sujet, notamment un sujet où le progrès technique pourrait jouer, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc nous, dans le rapport qu'on a réalisé avec Altermind et Patrice Geoffron, on a essayé de mesurer ces bénéfices environnementaux et de mesurer les externalités négatives évitées par un doublement de la part modale du fret ferroviaire, c'est-à-dire le passage de 9 à 18% de part modale, qui était l'objectif de 4F à l'époque et qui est maintenant l'objectif qui a été repris par l'État. Et donc ce qu'on montre, c'est qu'en termes d'ordre de grandeur, le doublement de la part modale du fret ferroviaire permettrait d'éviter entre 16 et 30 milliards d'euros d'externalités négatives sur la période 2021-2040. On n'est pas allé au-delà de 2040 parce qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes sur les évolutions technologiques à ce moment-là. Pourquoi cette variation entre 16 et 30 ? C'est parce qu'on a pris en compte différentes façons de valoriser la tonne de CO2.
On sait qu'il y a différentes méthodes de ce point de vue-là. Par exemple, dans l'étude de la Commission européenne à laquelle je faisais référence, c'est un prix stable de 100 € la tonne de CO2, mais les recommandations qui sont suivies en France, c'est plutôt un prix qui va augmenter dans le temps, donc ça joue forcément dans ce type d'évaluation. Et puis on a testé différents scénarios aussi, des scénarios de récession durable, des scénarios où il y aurait des relocalisations industrielles et donc un besoin plus fort de fret ferroviaire, des scénarios de progrès technique de la route aussi, pour voir ce qui se passerait si le progrès technique allait plus vite sur le transport routier, et c'est souhaitable d'ailleurs qu'il aille vite que dans le transport ferroviaire, et voilà, d'où ces ordres de grandeur. Ce qui est intéressant, c'est de ramener cet ordre de grandeur aux investissements qui sont considérés comme nécessaires pour doubler la part modale du fret ferroviaire. On considère généralement que c'est autour de 13 milliards d'euros d'investissement dans l'infrastructure, sachant que dans ces 13 milliards, il y a une masse d'investissements qui bénéficierait aussi au transport voyageurs d'ailleurs. Et donc quand on compare ces ordres de grandeur, on voit qu'il y a un vrai intérêt à relancer le fret ferroviaire si on veut faire une relance verte et si on veut mettre en œuvre le Green Deal avec ambition. Alors effectivement, il semble se dégager une sorte de consensus sur cette perspective de doublement. D'ailleurs, le Parlement, il y a encore quelques jours, s'apprête à inscrire ce doublement dans la loi climat. Si on passe du côté des mesures publiques, notamment qui permettraient de valoriser les atouts environnementaux, lesquels on pourrait dégager de façon assez simple? Il y a des choses extrêmement compliquées, notamment du point de vue de l'ingénierie financière et de la valorisation des atouts, mais qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme mesure assez simple qui permettrait de valoriser ces atouts environnementaux? Oui, effectivement, on parle beaucoup d'interventions publiques sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'on parle d'externalités négatives, et donc, par définition, si ce sont des externalités, c'est qu'elles sont mal prises en compte par les acteurs économiques, si elles ne sont pas accompagnées de mesures d'intervention publique qui peuvent être de la taxation, mais qu'il faut manier avec prudence, on le sait, de la subvention ou de la réglementation. Et ce que le gouvernement a annoncé dans la perspective du plan de relance et de la relance verte, c'est un ensemble de mesures, si on veut simplifier, pas rentrer trop dans l'ingénierie, je ne m'y risquerai pas, qui relèvent de deux grands axes. Il y a d'abord des subventions à l'exploitation au profit des opérateurs ferroviaires. Et donc là, il y a une série de mesures qui a été annoncée: la diminution de la moitié des péages ferroviaires, la mise en place d'une aide aux wagons isolés, qui est une vraie nouveauté par rapport au plan de relance précédente, l'augmentation de l'aide à la pince pour le transport combiné, les aides au démarrage pour de nouveaux projets d'autoroutes ferroviaires qui ont été annoncés. Et donc là, on a à peu près 170 millions d'euros d'aides supplémentaires par an qui ont été annoncées dans le cadre du plan de relance, justement pour matérialiser notamment les atouts environnementaux du fret ferroviaire. Et puis à côté de ce premier pilier, il y a évidemment, et vous en parliez tout à l'heure, le volet investissement dans l'infrastructure, parce qu'on sait que l'infrastructure, elle est clé pour le développement du fret ferroviaire, pour l'amélioration de la qualité de service. Et là, avec deux grands types d'investissements qui ont vocation à être soutenus, c'est d'abord la régénération du réseau, donc des travaux à assez court terme. C'est 1 milliard d'euros d'ici 2024 qui ont été annoncés et qui devront se doubler d'investissements à fort potentiel capacitaire, là pour le coup, pour espérer doubler la part modale du fret ferroviaire à horizon 2030. Et donc là, on parle plutôt d'investissements dans des plateformes de transport combiné, dans des investissements visant à contourner les grandes agglomérations, dans la mise en place de l'ERTMS. Voilà, ce type d'investissement qui aura un impact à long terme pour doubler la part modale du fret ferroviaire. Au-delà même de ces mesures que vous venez de rappeler, c'est quoi la clé de la réussite d'un plan de relance, pour reprendre ces termes-là? Parce que parfois, il y a eu des secteurs d'activité économique où on a mis beaucoup d'argent et ça ne s'est pas forcément traduit par un rebond, par une amélioration. C'est quoi la clé aujourd'hui, au-delà même de ces mesures prises les unes après les autres? La clé de la réussite d'une telle ambition? Alors, la question est importante parce que ce n'est pas le premier plan de relance du fret ferroviaire.
On sait que, par exemple, lors du Grenelle de l'environnement, ça avait été vraiment identifié comme une priorité des pouvoirs publics, ce report modal, et les résultats n'ont pas été là, puisque ça n'a pas du tout retourné la courbe. Donc là, ce plan-là, il est ambitieux. Il y a des annonces vraiment fortes qui ont été faites. Je pense que sa réussite, elle peut tenir à 3 éléments. Le premier, c'est, en ce qui concerne les aides à l'exploitation, c'est de les pérenniser, c'est de donner de la visibilité aux acteurs. Ces aides, elles ont été annoncées pour une année, mais si on veut qu'elles aient un vrai impact sur la durée, il faut qu'elles soient pluriannuelles, d'autant plus que les acteurs, quand ils construisent leur business plan, quand ils négocient leur contrat avec leurs clients, ils ont besoin de pouvoir se projeter sur plusieurs années. Deuxième facteur de réussite, c'est, si on parle des investissements dans l'infrastructure, et ça a été dit par Arnaud Soyer, c'est de mettre en œuvre des investissements prioritaires le plus rapidement possible, parce que 2030, ça arrive très vite. Doubler la part modale, c'est un objectif ambitieux, et donc il y a besoin de travaux assez rapidement. Ce qui veut dire aussi débloquer des fonds, évidemment, pour le gestionnaire de réseau, au niveau interne, mais aussi au niveau européen, parce qu'il y a des financements européens qui sont accessibles. Et donc, il faut s'organiser pour pouvoir ouvrir les veines quelque part et mettre en œuvre ces premiers travaux. Et puis, il y a un troisième facteur de réussite, à mon sens, qui est peut-être plus nouveau, qui consisterait, et ça rejoint la discussion sur les atouts environnementaux très directement, à intéresser toutes les parties prenantes du fret ferroviaire à ses co-bénéfices. Donc ça implique de réfléchir à des mesures peut-être plus structurelles qui permettraient de monétiser pour l'ensemble des acteurs, pas seulement les opérateurs, mais aussi le gestionnaire de réseau, mais aussi les clients, donc les chargeurs, les transporteurs routiers aussi, si on parle du combiné, les intéresser à ces co-bénéfices. Et donc, ça peut passer par des mesures de type incitation fiscale à recourir au fret ferroviaire. On peut imaginer combiner une sorte de label bas carbone de la logistique, avec un scoring sur les émissions carbone de la logistique des entreprises, qui serait combiné à des incitations fiscales pour les entreprises les plus performantes. On peut aussi, et c'est une proposition qu'on faisait dans le rapport d'Altermind, on peut aussi réfléchir à un système qui porterait sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui serait proche du système des certificats d'économie d'énergie, qui porte, comme son nom l'indique, que sur l'économie d'énergie, donc qui ne capture pas complètement les émissions de CO2. Et donc là, il y a un système à imaginer où les transporteurs, les fournisseurs de transport inciteraient leurs clients à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi une forme de neutralité entre les modes. C'est-à-dire que là où le report modal sera le plus pertinent, ça favoriserait le report modal, mais ça favoriserait aussi la transformation de chaque mode de transport, et en particulier le transport routier. Moi, j'ai répondu sur les facteurs de succès, il y a aussi un facteur d'échec, c'est d'opposer les modes. Et pour le coup, je pense que le développement du fret ferroviaire ne doit pas se faire dans l'opposition au transport routier. Et donc, il faut réfléchir à des outils qui permettent d'accélérer la décarbonation des transports en général, et en particulier le report modal là où il est pertinent. Alors, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la responsabilité des pouvoirs publics, et elle est très importante, hein, parce que les investissements sont lourds, et la responsabilité de tutelle, d'une certaine façon, est essentielle. Mais quel est finalement aussi le rôle des opérateurs eux-mêmes de fret ferroviaire? On a vu dans l'initiative 4F qu'ils avaient collectivement ouvert la porte à, sinon une remise en question, en tout cas à la présentation de leur propre rôle, de leur propre responsabilité dans l'émergence d'une nouvelle économie du fret ferroviaire. Quel est votre avis là-dessus ? Bien sûr, je pense que c'est un ensemble de choses qui vont faire la réussite du fret ferroviaire. On a parlé de l'intervention de l'État, on a parlé du gestionnaire de réseau, mais les opérateurs de fret ferroviaire, ils ont aussi une grande responsabilité dans le développement du fret ferroviaire, du point de vue de la réponse aux besoins des clients. Et donc, ça passe par beaucoup d'aspects. C'est proposer les bons sillons, c'est être fiable, ne pas avoir de retard. Et donc, il y a différents leviers pour ça, opérationnels, et en particulier la digitalisation.
peut être aussi un accélérateur de l'amélioration de la qualité de service des opérateurs de fret ferroviaire. On sait que c'est un secteur sur certains de ces segments qui a peu évolué finalement dans les dernières années et où la digitalisation a des potentiels. Alors quand on parle de digitalisation, c'est des capteurs combinés à l'Internet of Things, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est la robotisation également. C'est en gros l'adoption des technologies de l'industrie 4.0 dans le secteur du fret ferroviaire. Avec Altermine, on a travaillé sur la notion d'infrastructure 4.0 pour le compte d'autres acteurs. Je pense qu'on peut aussi réfléchir en termes de fret ferroviaire 4.0 et ça peut avoir un impact sur différents champs du fret ferroviaire, sur la traction, bien sûr. On parle beaucoup de l'attelage automatique, on parle aussi peut-être à plus long terme du train autonome, sur la maintenance avec la maintenance prédictive, c'est-à-dire la génération de données qui permettent de mieux surveiller en particulier le matériel roulant et d'anticiper les réparations, sur la fiabilité et la sécurité, et là on est au cœur de la qualité de service pour les clients. Avec l'IoT, on peut mieux surveiller les trains, mieux les suivre, mieux suivre les marchandises. Et puis, on peut aussi imaginer de nouveaux services qui seraient proposés par les opérateurs de fret ferroviaire grâce à la digitalisation et à l'exploitation des données. En fait, c'est un levier pour améliorer la performance opérationnelle et donc aussi les prix qui vont être proposés et la qualité de service pour les clients. Donc, c'est vraiment fondamental. Merci beaucoup, Benoît. On voit effectivement que la digitalisation contribue à faire en sorte peut-être d'améliorer aussi le taux de remplissage et de mutualiser un certain nombre de trafic. Arnaud Soyer, cette digitalisation SNCF Réseau en est au cœur aussi, puisqu'il y a eu un nouveau système qui a été déployé pendant cette année et c'est pas fini. Cette digitalisation, c'est un fil rouge parallèle aux travaux plus classiques concernant l'infrastructure. Mettez votre micro peut-être. On ne vous entend pas, Arnaud. Oui, pardon, excusez-moi. C'est bon. Au bout de bientôt 2 ans, on devrait être parfaitement entraîné, mais bon, pardon. Oui, je pense que vous faites référence au notre système industriel de production horaire, ce qu'on appelle dans notre opinion, on adore les acronymes SNCF, ça s'appelle SIPH, et en fait, SIPH, c'est un outil informatique intégré, unique, et qui permet d'assurer la production des sillons. Le sillon, c'est le produit phare, évidemment, de réseau, c'est ce que attendent les entreprises ferroviaires. SIPH, c'est un projet de très grande envergure pour nous. Il s'est déployé pour la première fois sur le service annuel 2021, donc pour la production des horaires de cette année. Et c'est un système industriel de production horaire qui est venu se substituer à l'ancien système qui datait du milieu des années 80. Alors pour vous dire qu'il était urgent de faire une sorte de saut quantique dans la performance de notre production horaire. On en attend beaucoup de ce nouvel outil. Évidemment, ça s'est fait dans un environnement très compliqué l'année dernière, donc on a cumulé les difficultés de la crise sanitaire et les difficultés liées au rodage de ce nouveau système qui s'est déployé depuis la rentrée de l'année dernière. Maintenant, nous sommes arrivés à un fonctionnement normal et ça commence à produire des effets. Nous sommes très confiants dans le fonctionnement de cet outil. Mais au-delà de l'outil SIPH, je rebondis sur ce qui était évoqué à l'instant. Le volet digitalisation dans le plan de relance est un volet auquel nous sommes tous très attachés. Ça faisait partie des axes de travail que nous avions retenus d'ailleurs au sein de l'Alliance 4F. Nous y avons contribué. C'est un programme d'environ 80 millions d'euros qui a été proposé. Et ce programme, il est ambitieux parce qu'il touche aussi bien au volet capacité qu'au volet exploitation, que aussi à l'expérience client, mettre en qualité, rendre disponibles les données, fournir aux opérateurs un portail client unique. Et c'est des choses aussi très très concrètes sur lesquelles on souhaiterait investir avec les opérateurs pour pouvoir utiliser la digitalisation en vue d'une plus grande performance. Donc, on a tout un programme avec des préconisations qui ont été présentées à la Digitale. Merci beaucoup, Arnaud.
et Benoît. On arrive dans quelques minutes au terme de cette, c'est passé très vite, au terme de cette heure à la fois de bilan et de perspective en vue de la SITL de septembre. Il y a plusieurs questions. Il y en a une assez nourrie qui rappelle que dans gestion d'infrastructure, il y a aussi infrastructure au sens classique du terme. Et la personne qui pose la question rappelle que la disponibilité du réseau est absolument essentielle, et notamment que un certain nombre d'événements climatiques, notamment, peuvent affecter durablement un certain nombre de trafics. Et cet interlocuteur regrette, je le cite, que le réseau utile au fret est devenu squelettique au regard de ce qu'il a pu être dans le passé, et que les itinéraires utilisés parfois sont affectés par des épisodes climatiques. Est-ce que, Arnaud, c'est un sujet majeur pour vous, à mesure que des chargeurs viennent au fret ferroviaire et ont des exigences de continuité, sans parler du juste à temps pour un certain nombre de produits? Est-ce que c'est absolument essentiel pour vous que de garantir, malgré les travaux, malgré parfois des épisodes climatiques comme des épisodes Cévenol ou des travaux ou des incidents qui peuvent arriver comme en Maurienne? Est-ce que c'est essentiel pour vous de garantir cette continuité et de travailler à des itinéraires alternatifs pour que les chargeurs ne soient pas pénalisés? Oui, c'est bien sûr la première attente même, hein, que nos clients peuvent exprimer vis-à-vis de nous. Oui, c'est essentiel. Ça a d'ailleurs guidé en 2020 notre action dans le cadre de la crise. L'objectif, c'était vraiment de maintenir les axes majeurs du fret. Hein. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, par exemple, veiller à l'ouverture en 3-8 des axes structurants le plus longtemps possible, avec les postes circulation ouverts, les voies en état, etc. Donc, c'est une mobilisation de tous les instants. On peut dire aussi que c'est important, vous savez, la régénération, les près de 3 milliards d'euros par an qui sont investis dans le réseau, 3 milliards d'euros par an, et ça va être le cas pendant 10 ans. C'est quand même 30 milliards qui sont investis sur le réseau en matière de régénération pour remettre à niveau, moderniser ce réseau. Ça profite essentiellement au réseau structurant, évidemment, puisque c'est ce réseau structurant qui supporte la grande majorité des trafics. Et on peut, c'est 6 000 km de voies hein, sur les 30 000 km du réseau. Le réseau structurant, c'est 6 à 7 000 km, et ce réseau structurant voit circuler plus de 80 à 90% de nos trains. Et c'est le cas du fret. 80% des circulations de fret empruntent le réseau structurant. Donc, quand on investit sur ce réseau structurant, quand on fait de la régénération à ce niveau, on contribue également, bien entendu, à maintenir le réseau en état et accessible aux circulations de fret. Après, le fret, la courbe du trafic de fret, on le sait depuis 30 ans, n'est pas ascendante. Elle a été donc très fortement à la baisse. Il est assez logique de fait que toutes les installations n'aient pas été forcément maintenues pour assurer le trafic d'il y a 30 ans. À l'heure où on veut relancer la machine, il est évident qu'il faut aussi relancer la modernisation du réseau pour le remettre à niveau. Ça, c'est une préoccupation partagée. Et notamment, c'est ce que rappelait Romain Binard après son dialogue avec les chargeurs, la question des capillaires pour être au plus près des emprises industrielles. Merci à tous les trois. On arrive au terme de cette heure qui est passée très vite. Je précise juste le rendez-vous donc de septembre, du 13 au 15 septembre 2021 à la porte de Versailles, en présentiel, si tout va bien, mais les perspectives ne semblent pas si mauvaises à l'heure où on se parle. Donc, 3 jours consacrés au transport et à la logistique, avec un cycle ferroviaire maintenant qui s'appelle Rail Freight Day, qui aura lieu donc le mardi 14 septembre le matin, avec trois conférences, je vous les cite. De 9h10 à 10h10, la conjoncture des trafics, salle Neptune, où là, on reviendra sur un peu tout ce qu'on s'est dit de façon plus précise, avec une
une présentation encore plus complète du baromètre des chargeurs avec les chiffres consolidés sur cette année 2021, enfin consolidés en tout cas provisoires parce qu'on sera en septembre, mais qui seront encore un peu plus précis. Deuxième conférence de 10h30 à 11h30 sur les quelques éléments qu'on a abordés tout à l'heure sur la stratégie et la relance du fret ferroviaire. Je pense que dans quelques jours, on en saura peut-être davantage d'ailleurs, d'après ce qu'on me dit, les pouvoirs publics pourraient faire quelques annonces. Donc, on verra en septembre ce qu'il en sera. Et puis, la troisième conférence, décarbonation et digitalisation au sein du fret ferroviaire, donc à 11h50, où là, on abordera ces deux éléments clés. Benoît Thirion l'a tout à fait rappelé tout à l'heure, les deux éléments clés pour une nouvelle croissance du fret ferroviaire. Donc voilà, moi, il me reste à vous remercier à nouveau, à remercier tous ceux qui nous ont suivis ce midi, ce matin, à tous ceux qui nous regarderont, et je sais qu'ils sont nombreux en replay parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est l'effet qui se coule, hein, les webinaires. On peut les regarder en direct et puis on peut aussi les regarder à d'autres moments. Donc, merci à eux de nous avoir suivis. Et puis, je vous souhaite donc un excellent été à tous les trois et à vous tous. Et donc, rendez-vous mi-septembre pour la SITL et notamment la journée fret du 14 septembre. Merci à vous et bonne journée.